Salam alaikum. Alaykoum salam. Et qu'est-ce que vous faites? T'as pas regardé CNews, on est un pays arabe, il paraît. Ah Alors ouais moi je parle à ma commu. Ah Aïd Moubarak à tous, hein. Ouais. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 3 mars et je sais pas vous, mais je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nouvelles de CNews. Et autant vous dire qu'ils n'ont pas chômé pendant ce temps-là. En ce moment, c'est kermesse permanente de la sortie raciste. Le tout capté évidemment en haute définition et servi à heure de grande écoute. Même Pascal Praud commence à avoir des sueurs froides en écoutant ses invités. Autant vous dire que ça suppose qu'on a quand même largement dépassé les limites de l'acceptable. Pour débuter ce petit tour d'horizon, seulement du dernier mois, parce que sinon on va pas s'en sortir, on braque les projecteurs sur Vincent Hervouet. Et il a l'habitude des caméras, des plateaux et tout ça, donc ça devrait pas trop le perturber. C'est un chroniqueur attitré de CNews, fidèle parmi les fidèles chez Pascal Praud. Vincent Hervouet est un journaliste de métier. Il a longtemps officié notamment chez LCI, où il occupait le poste très solennel de chef du service étranger, voilà. Alors je sais pas, dit comme ça, on peut penser à une cellule de la police aux frontières, mais rien à voir, c'est visiblement comme ça qu'on désigne l'international dans le groupe TF1. Alors nous, on jugera pas, mais disons tout de même que le choix des mots n'est jamais innocent. Alors vous serez d'ailleurs pas étonné de savoir qu'il officie désormais dans toute la galaxie Bolloré, notamment chez Europe 1 et au JDD, après avoir entendu son dernier trait d'esprit sur le plateau de CNews. On écoute. La France doit être le seul pays arabe où on n'acclame pas aujourd'hui Donald Trump. Parce que c'est ça qui est le plus frappant. Depuis que 48 heures... Pourquoi vous avez dit l'arabe ? Oui, non, pardon, pas le pays arabe. Non, Et depuis 48 heures... Vous avez modéré. Modéré. Tout le monde ne comprend pas cette ironie parfois et cet humour au troisième degré que vous avez. Donc je précise, monsieur Hervouet, que c'était de l'esprit. C'est un crime ? Non, vous avez pour certains, oui, monsieur. Oui. Vous ne vous sentez pas personnellement insulté quand on fait de l'esprit à côté? Non, je ne me sens pas insulté. Je pense à l'ARCOM et accessoirement à CNews. L'ARCOM n'a rien à dire sur ma considération. Si, effectivement, je pense que l'ARCOM a souvent des choses à dire sur nos émissions. Ah bah oui, le racisme, c'est de l'esprit maintenant, voyez où on en est rendu. Alors si vous vous demandiez, Vincent Hervouet n'en est pas à sa première controverse, loin de là. En 2014, un lanceur d'alerte l'a accusé, mail à l'appui, d'avoir sollicité une rémunération en l'échange de prises de position favorables à la thèse dite du Sahara marocain. Autrement dit, la position défendue par Rabat, selon laquelle le Sahara occidental, un territoire non autonome selon l'ONU, devrait être intégré au royaume avec une autonomie élargie. Cette zone est également revendiquée par le Front Polisario, lui soutenu par l'Algérie, qui défend au contraire le droit à l'indépendance des Sahraouis, d'où un conflit diplomatique et territorial qui dure depuis des décennies. Voilà pour la petite histoire. Et donc c'est dans cette affaire que Vincent Hervouet, qui nie évidemment les faits, aurait exploité sa stature médiatique pour relayer des accusations liant notamment le Front Polisario à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et ce donc contre rémunération. Visiblement, la déontologie et l'éthique journalistique, c'est pas vraiment son truc à Vincent. Plus récemment, en 2022, encore et toujours chez Pascal Praud, Vincent Hervouet avait déjà défrayé la chronique en faisant un lien entre le mal-être paysan et les musulmans. On écoute. Ils sont pillés dans leurs champs, leurs engins, l'essence. On rentre dans le Ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, on ne le relève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Il y a des vols. Il y a des vols de moutons, pardon. Oui, Au lieu de parler de ça, en fait... Il y a des vols partout de moutons. Bon, bref. Bah oui, voilà, si les agriculteurs vont mal, c'est à cause des musulmans qui leur voleraient des moutons pendant le ramadan. Des propos déjà scandaleux de la part du journaliste d'Europe 1, chroniqueur sur CNews, qui sont encore plus révoltants quand on les replace dans leur contexte. Le collectif contre l'islamophobie en Europe les avait d'ailleurs rappelés sur son site à l'époque, je le cite, « Dans un contexte de prise de parole où M. Hervouet défend un agriculteur qui s'est fait justice lui-même,
face à des cambrioleurs, on le précise. À l'aide de son fusil de chasse, il semble évident que cette information sur les vols de moutons pendant le Ramadan incite à la haine, à la violence ou à la discrimination à l'encontre d'un groupe déterminé en raison de son appartenance religieuse. Une plainte avait donc été déposée pour diffamation raciale et incitation à la haine. Sûrement un prérequis pour avoir sa place en plateau chez CNews. Passons maintenant à un autre poids lourd des plateaux, et pas forcément pour les bonnes raisons. J'ai nommé Jean-Claude Dacier. Alors les fans de foot le connaissent peut-être pour son passage à la présidence de l'Olympique de Marseille entre 2009 et 2011. Mais Dacier n'est pas qu'un homme de ballon. Il traîne derrière lui une carrière journalistique bien remplie. Aujourd'hui vice-président de Valeurs Actuelles, le fameux journal qui roule explicitement pour l'extrême droite. Il continue de sévir comme chroniqueur de longue date sur CNews. Et voilà ce qu'il a dit, pas plus tard qu'hier, à l'antenne. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons. Alors ça déjà, pourrait faire un peu de place. Ah oui, alors on les met où? Je suis d'accord. Dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine. Dans un avion. Oui, dans un avion. On les jette on les met en Méditerranée, on les met où? On les met où? Il y a des aéroports dans les pays étrangers. Ah non, mais si vous avez la solution à cela, je suis on ne peut plus d'accord. Formidable. On les jette dans la Méditerranée. Bah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça s'appelle atterrir dans un pays d'origine. Qu'est-ce que vous racontez? Bah oui, mais dans un pays d'origine, l'Algérie n'en veut pas, la Tunisie n'en veut pas, le Maroc n'en veut pas. Non mais d'accord, dans ce cas-là, dans un bras de fer, personne n'a dit de. Enfin, non mais qu'il faille changer les choses, c'est une évidence. C'est une évidence. Il faut effectivement avoir une politique étrangère qui soit un peu plus dure avec, notamment, pas seulement, mais notamment les pays du Maghreb. Jean-Claude, il y a tout à faire. Bon, hélas. Attendez, parce que là, vous racontez n'importe quoi. Personne n'a dit. Mais non, mais vous pouvez pas dire ça. À la télévision, on les jette dans la Méditerranée. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, oh, bon, ça va. Non, ça va pas. Si, bon, bah oui. Bah non, ça va pas. Oui, c'est clair. Non, pas non plus. Non, ça va pas. Si, on en parle. Ça va pas. Et ce qu'on disait, c'est les étrangers qui sont en prison sont expulsés dans des avions dans les pays et sont renvoyés dans leur pays d'origine. Et si le pays d'origine ne veut pas, il y a ce qui s'appelle un bras de fer diplomatique qui se met en place ou un pays tiers. Rien d'autre. Tout le monde le sait. Ça s'appelle la base d'une politique migratoire. Par exemple, Jean-Claude, quand un Français est incarcéré aux États-Unis, on le renvoie pas, on le met pas dans l'Atlantique. Mais non, bien sûr que non. C'était une façon de dire qu'il faut réexpédier tout ça dans les pays d'origine. Oui, hélas, tout ça, pas tout ça apparemment, c'est plus difficile. Pas tout ça, c'est enfin, les migrants, les étrangers, ils ne devraient pas être chez nous. Oui, voilà. Oui. Non, mais il faut un peu de sérieux quand même. Oh bon, ça va, on peut plus rien dire de toute façon. Ah bah vous doutez bien que c'est pas une première non plus pour lui. Jean-Claude Dacier, c'est un peu son fond de commerce, l'islamophobie et le racisme. Petit florilège. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. On leur apprendra ce que c'est. Enfin, oui, c'est ça. Ou alors, c'est ma conviction, on va pas y arriver parce que c'est trop compliqué, les cultures sont trop éloignées l'une de l'autre ou l'une des autres, et on va tout doucement vers une société communautaire, à l'anglaise ou à l'américaine. Pas ça. Moi, conflictuelle. Je suis ravi de, si je me trompe, je serais ravi de voir que la République reprenne les affaires en main, domine tout cela et accouche en effet d'une culture commune. C'est pas de mal avec. La politique d'immigration est totalement insuffisante et nous avons un problème avec un certain nombre de communautés venues entre autres du Maghreb, mais pas seulement, qui sont souvent et basculent souvent dans un islamisme, dans un mode de vie, dans une pratique de l'islam qui n'est pas, je suis d'accord avec vous, tolérable en France. Maintenant, nous sommes débordés par une immigration hors de contrôle. Est-ce que vous allez quand même me réussir à vous mettre ça dans la tête? C'est-à-dire que tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et des meilleurs, on n'y arrivera jamais. Un homme délicieux, vous en conviendrez. Alors, à force d'outrance et de saisine de l'Arcom, Jean-Claude Dacier a fini par être condamné pour injure publique à caractère racial en 2025. Et c'est bien le minimum qu'on pouvait en espérer. Pour autant, cela n'a visiblement pas refroidi la chaîne de Bolloré qui continue de lui dérouler le tapis rouge et de lui tendre le micro comme si de rien n'était. Et je vous propose de finir ce petit tour de piste mensuel avec un dernier chroniqueur ouvertement raciste, puis lui avec un petit supplément misogynie qui ne gâche rien. J'ai nommé
Richard Millet. Alors lui, il n'est pas journaliste, mais écrivain et éditeur d'extrême droite, quand même. Voilà. Pour vous donner une petite idée du personnage, il a notamment écrit l'éloge littéraire d'Anders Breivik. Pour ceux qui auraient un peu oublié, c'est tout bonnement un terroriste néo-nazi qui a fait 77 morts et 320 blessés dans un attentat en Norvège en 2011. Il a notamment semé la terreur et la mort sur une île, une petite île, où se déroulait un camp de jeunes du Parti travailliste norvégien. Déguisé en flic, il a fait 69 victimes, essentiellement des adolescents. Et Richard Millet a donc publié une éloge, certes littéraire, dit-il, de ce type en 2012, soit tout juste un an après sa tuerie de masse. Alors forcément, ça n'a pas été hyper bien reçu, vous vous en doutez. Et comme tous les grands génies incompris, Richard Millet a sur lui qu'il a voulu seulement dénoncer le multiculturalisme et la perte des repères identitaires qu'il considère être à l'origine du geste du tueur norvégien. Millet salue, je cite, la perfection formelle des actes de Breivik et leur prête une dimension littéraire qui aurait été mal comprise et mal interprétée par la presse. Pour donner le change, évidemment, il dit qu'il condamne les actes du terroriste, mais affirme que c'est, je cite toujours, sans doute ce que méritait la Norvège et ce qui attend nos sociétés qui ne cessent de s'aveugler, notamment sur les ravages du multiculturalisme, on a compris, mais également sur l'islamisation de l'Europe et son renoncement à l'affirmation de ses valeurs chrétiennes. Voilà, bon. Et puis pour parfaire le tableau, l'écrivain a l'élégance de présenter Breivik, le terroriste donc, comme tout à la fois bourreau et victime. Voilà, je pense que c'est bon. Je vous laisse un peu de temps pour digérer ces informations avant de retourner à notre propos. Donc, le 23 février dernier, sur le plateau de Pascal Praud, toujours lui, Richard Millet est convoqué pour commenter la cérémonie de clôture des JO d'hiver à Milan, parce qu'apparemment, il a un avis sur tout, ce monsieur. Et bien sûr, l'occasion est trop belle pour lui de tracer un parallèle avec la tant décriée cérémonie d'ouverture des JO de Paris et surtout d'attaquer la chanteuse Aya Nakamura. Même Sarah Salman n'en peut plus. On écoute. Je préfère effectivement l'opéra et les images que vous venez de voir, je les trouve belles. Mais je sais que simplement dire qu'on aime une image belle, qu'on trouve une image belle, j'ai trouvé que c'est quasiment d'extrême droite. Mais vous aimez Maître Gims. Mais Maître Gims, c'est autre chose. Je préfère la Traviata à cette chanteuse énorme malienne là, qui chantait devant... Non, vous ne pouvez pas parler comme ça. Je peux parler comme ça. Je suis désolé. Qui parlait devant l'Académie française. Qui parlait chantait devant l'Académie française. Alors là, je vais être obligé de modérer. C'était une provocation. Oui, mais je vais être obligé de modérer. C'est votre avis. C'est votre goût. Vous dites Aya Nakamura, vous n'êtes pas obligé de la décrire comme ça. Allez, son nom m'échappait. Comme quoi, les bourgeois, il suffit de les mettre une semaine à l'usine pour qu'ils retrouvent un semblant d'humanité. C'est à garder en mémoire. Vu le niveau des débats sur CNews, dans pas longtemps, Sarah Salman risque de se faire estampiller wokiste d'ultra-gauche. Ça va lui faire tout drôle. Foutue fenêtre d'Overton, mais merci quand même à elle sur ce coup-là. Alors moi, je suis désolée, d'habitude, je fais pas ça, mais là, je suis obligée de m'abaisser à son niveau. Mais est-ce que vous avez vu sa tronche à Richard Millet ? Non, parce que je sais pas, mais il faut quand même une sacrée dose de confiance en soi pour oser critiquer le physique des autres quand on ressemble soi-même à un vieux pruneau oublié au fond d'un frigo. Tu vois, c'est fou, cette aisance qu'ont quand même les vieux mâles blancs pour commenter de façon très à l'aise le corps des femmes. Bon, vous l'avez compris, le mois dernier, chez CNews, ça a carburé au racisme, comme le reste de l'année d'ailleurs. Ils vont encore venir nous dire, et surtout à l'Arcom, que oh là là, ils n'ont pas fait exprès, que les invités ont dérapé, ce qui ne les empêchera pas de les réinviter pour redéverser leur bile haineuse à heure de grande écoute. C'est formidable. Autre mésaventure notable du mois pour CNews, 100% Frontières. Vous savez, c'est le nouveau programme phare lancé le 23 février dernier. Ce sont les faux journalistes du blog d'extrême droite du même nom, Frontières, qui se voient désormais gratifiés de 2 heures d'antenne quotidienne sur la TNT. Eh ben c'est super, on dit merci qui ? Non, vous emballez pas, c'est merci Bolloré seulement, ça ira bien. Bon, et puis on vient tout juste d'apprendre, une semaine après le lancement,
que ce nouveau programme est déjà visé par plusieurs saisines adressées au régulateur de l'audiovisuel, à l'Arcom, quoi. Oh bah la grosse surprise, on tombe des nues. Faut dire que dès le premier jour, le ton était donné, hein, le plateau est bardé de drapeaux tricolores et s'y précipite tout ce qu'on fait de mieux en matière de journalistes du JDD, d'essayistes réac et de figures habituelles de Frontières. Tout ce petit monde chante en chœur pour conspuer l'immigration invasive, le privilège rouge, le service public ignoble ou évidemment vanter le grand remplacement et autres théories fumeuses, tout en encensant Marine Le Pen et Jordan Bardella. Enfin bon, on ne change rien. Mais visiblement, les sanctions financières de l'Arcom ne font ni chaud ni froid, hein, évidemment. On rappellera quand même qu'il y a tout juste un an, CNews avait déjà écopé d'une amende record de 100 000 € pour des propos ouvertement discriminatoires diffusés sur sa chaîne et qu'au final, rien n'a changé. Les esprits les plus critiques diraient même que ça s'est aggravé avec le temps. Mais après tout, normal, quand un milliardaire un peu fou tient les manettes, on dort sur ses deux oreilles, surtout quand le dit milliardaire nourrit un projet politique et compte bien utiliser sa chaîne pour le faire exister. Alors nous, aux médias, on n'a pas de milliardaire pour nous aider, mais on vous a, vous, pour nous permettre de garder notre indépendance, et c'est là toute notre richesse. Allez, on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, hein, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mène la bataille de l'info, mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer, abonnez-vous aux médias ou faites un don, défiscalisez. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, retrouvez le média sur la télé d'Orange, canal 235. La guerre illégale lancée par les États-Unis et Israël au Moyen-Orient continue d'embraser la région. Au Liban, au moins 30 000 civils ont été déplacés, rapportent les Nations Unies. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète notamment d'importants déplacements de population signalés dans le sud et l'est du pays, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale. Le conflit entre Israël et le Liban s'est intensifié après des tirs de roquettes lancés hier par le Hezbollah sur Israël, en réaction à la mort récente du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Selon les déclarations d'un porte-parole de la HCR des Nations Unies lors d'un point presse, Israël a lancé des avertissements dans 53 villages libanais et mené des frappes aériennes intensives dans ces 3 régions. L'attaque illégale des États-Unis et d'Israël en Iran a fait 787 morts depuis le samedi 28 février, selon un nouveau bilan du Croissant Rouge iranien. Volker Türk, le haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, s'est dit profondément choqué par les conséquences des hostilités généralisées sur les civils et les infrastructures depuis le début du conflit. Du côté de la France, Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'adressera aux Français sur la guerre en Iran et ses répercussions au Proche et au Moyen-Orient ce mardi à 20h, selon l'Élysée. On continue avec l'actualité nationale. À Paris, la moitié des collégiens pourraient être scolarisés dans le privé en 2035. C'est le constat dressé ce mardi 3 mars par l'Institut des politiques publiques qui pointe un déséquilibre croissant entre établissements publics et privés dans la capitale notamment. Pour l'IPP, cela risque d'accentuer une polarisation sociale déjà très forte. En 2024, plus de la moitié des élèves de 6e issus de milieux très favorisés étaient scolarisés dans le privé, une proportion qui pourrait grimper à près des 3/4 en 2035. À l'inverse, seuls 7% des élèves issus de milieux défavorisés fréquentent ces établissements, une tendance qui s'inscrit dans un mouvement plus large de fragilisation de l'école publique. Fin février, France Info publiait une analyse détaillée sur les fermetures d'établissements scolaires à partir des données du ministère de l'Éducation nationale. Sur les 60
60 059 écoles que comptait la France en 1985, 17 616 ont mis la clé sous la porte en 40 ans donc. Mais si la majorité des départements sont concernés par ces fermetures d'écoles, les disparitions touchent particulièrement les zones rurales. Plusieurs éléments expliqueraient ces fermetures. Depuis 1996, le nombre d'écoliers dans l'enseignement public au premier degré a baissé de 8,6% dans l'Hexagone. Dans les zones rurales, qui comptent moins d'élèves que les autres établissements de zones urbaines, la suppression d'une ou deux classes risque davantage d'entraîner la fermeture de l'école entière. Autre élément, le manque d'entretien des bâtiments ou la désaffection des parents pour certains établissements en fonction de leur réputation. Et pour conclure ce récap, on revient sur l'affaire Samuel Paty. Pour rappel, le 16 octobre 2020, Samuel Paty est décapité devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine suite à une campagne de haine en ligne le visant. Ce lundi 2 mars marquait la fin du procès en appel des 4 hommes poursuivis pour leur implication dans l'assassinat du professeur. À la suite des 5 semaines d'audience, les accusés ont de nouveau été condamnés en appel par la Cour d'assises spéciale de Paris. 3 des 4 peines ont été réduites en appel. Le premier accusé écope, lui, d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle, autant qu'en première instance. Le second voit sa peine réduite à 10 ans, soit 3 ans de moins qu'au premier procès. Et enfin, les 2 derniers accusés ont été condamnés respectivement à 6 et 7 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Avant l'ouverture du procès en appel, la famille de Samuel Paty avait exprimé son souhait de voir confirmer les peines prononcées en première instance, comme le rapportait France Info. Je cite « J'en veux beaucoup à ce jugement, ils n'ont pas pris leurs responsabilités et ça, je ne le comprendrai jamais », a déclaré Bernadette Paty, la mère de l'enseignant. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Et puis pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci à tous et très bonne soirée sur Le Média.